Alors lui aussi, il est rock'n'roll. Mais ce n'est pas avec une guitare, mais plutôt avec un micro et quelques bons mots qu'il séduit son public. Il s'autoproclame le viking de l'humour. Et vous l'aurez compris, mon invité est humoriste. Il joue au Théâtre à l'Ouest, à Rouen, les 9 et 10 septembre. Il nous fait l'honneur d'être le parrain de la saison 2 de Vous êtes formidable. Harold Barbet, bienvenue. Merci Anne, bonjour. Je suis très contente que vous soyez avec nous. Moi aussi. Vous venez d'avoir 39 ans, Harold. Vous avez grandi à Saint-Comté, un petit village à côté de Caen. Alors, vous n'allez pas vraiment grandir dans une famille d'humoristes. Personne n'a épousé une carrière artistique. Et pourtant, quand vous étiez petit, vous vouliez être acteur et vous vous identifiez au héros du film. Je vous cite, quand je regardais Jurassic Park, je voulais être Paléo. Alors, quand vous regardiez Alerte à Malibu, vous vouliez être quoi, Pamela, du coup? Absolument. Vous allez être un enfant, c'est très mignon aussi, assez mélancolique. Vous dites surtout les lendemains de fête. Du coup, vous ne faites plus de fête pour éviter d'être triste. Elle va ressembler à quoi, l'enfance d'Harold Barbet? Eh ben non, elle était plutôt heureuse, mais j'étais un... Alors d'après mes parents, j'étais taquin. Mais maintenant que je comprends, j'ai moi-même un fils qui est taquin, et en fait je pense que ça veut dire que j'étais chiant, très très chiant, mais pas méchant. Alors, vous allez grandir avec une... voilà, vous allez regarder beaucoup de films, grand fan de Jim Carrey notamment. Alors, on se dit, est-ce qu'il va faire des cours de théâtre? Eh bien, pas forcément, parce que le petit Harold qu'on voit en ce moment à l'image, vous êtes bien mignon. Eh bien, vous vouliez faire du foot, mais vos parents ne vouliez pas. Non. Ne voulaient pas que vous fassiez du foot. Vous avez fait quoi, du coup? Eh ben j'ai fait du karaté, j'ai pas aimé, j'ai fait du tennis, j'ai pas aimé, j'ai fait de la natation, j'ai pas aimé. Et j'ai enfin pu faire du foot quand j'avais 16 ans. Sauf que quand on commence le foot à 16 ans, bah on est nul. Donc, ma carrière footballistique n'a jamais été couronnée de grands succès. Alors, quand est-ce que vous avez commencé à fouler les planches? Eh bien, je ne sais plus l'année, mais je devais avoir 13 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai commencé à la MJC du chemin vert, le théâtre. Et ça a vraiment été une révélation. Après, j'ai tout le temps arpenté les scènes des MJC Canet, celle de la Guérinière, celle du Calvaire Saint-Pierre. Et j'ai adoré ça. Mais vous faisiez quoi, des petites pièces, des petites pièces inventées par votre prof, du coup? Alors, parfois oui, mais la première pièce qu'on a fait, c'était une reprise de Reservoir Dogs de Tarantino. Donc, c'était inattendu et c'est bien pour des enfants, Reservoir Dogs. Absolument, absolument. C'est là Voilà, où j'ai découvert la signification du mot cocaïne. C'est bon, direct, Leto. Oui, vous aviez 12 ans, évidemment, Absolument. vous n'avez pas compris ce que ça voulait dire. Alors, vous allez continuer, alors on va se dire peut-être dans le théâtre, et bien pas forcément. Vous allez faire un DUT technique de commercialisation, le tout sans aucun intérêt. Oui. Voilà, une fois de plus, je vous cite, et vous allez finir à la Sorbonne quand même, classe. Ouais. Vous allez faire quoi à la Sorbonne? Et j'ai fait j'ai fait un DUT Tech de Co uniquement pour suivre mes copains, ce qui n'était pas un choix très avisé. Et oui, on a tous plus ou moins fait la même chose. Et en fait, le fait d'avoir un bac+2 m'a permis de faire une validation des acquis et de pouvoir faire une licence 3 à la Sorbonne en pratique et esthétique du cinéma pour pouvoir devenir scénariste. Et vous allez avoir 1000 vies. Alors accrochez-vous, parce que alors, niveau CV, c'est fourni. Vous avez travaillé dans des centres d'appel. Vous avez été assistant administratif dans un magasin qui vendait des produits d'incontinence. Dû vous laisser de belles expériences, ça devait être sympa. Doubleur de dessins animés, mais pour des Russes. Et mon préféré, Croque-Mort. Ouais. Alors racontez-moi un peu Croque-Mort, comment c'était? De tous les métiers que j'ai faits, c'était de loin le plus épanouissant. Parce qu'il y avait... Il y a cette notion. Il y a un dossier pépite qui passe en ce moment à l'antenne que vous regarderez plus tard, mais c'est pas mal. Ça se voit que je suis épanoui du coup. Oui, vous avez l'air bien, le cheveu est bien. Oui, ça a laissé des traces quand même. Non, mais parce que c'est un travail fantastique que tout le monde ne peut pas faire et je trouve que c'est extrêmement valorisant. Et malheureusement, il y a cette étiquette d'employé de pompe funèbre un peu lugubre, mais finalement, c'est un milieu qui est paradoxalement plein de vie. Et j'embrasse tous mes anciens collègues d'ailleurs. Ils seront contents de vous voir ce matin. Alors, l'humour n'a pas toujours été une évidence. Et puis, vous allez avoir une révélation en allant aux États-Unis. Pardonnez du peu. Écoutez, oui. Mon épouse étant américaine, j'ai découvert le stand-up là-bas. Et confronté à l'incapacité de vendre des scénarios, je me suis dit qu'il fallait quand même que je puisse distiller mes textes et mes bons mots. Et en fait, sur scène, avec un micro, ça a été la solution la moins onéreuse et la plus facile d'accès. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Parce qu'en plus, vous aviez une image un peu de l'humour un peu ringarde, alors que le stand-up à l'américaine, ça c'était un peu classe. Mais je ne connaissais pas le one-man show français, tous les grands humoristes, Muriel Robin, Pierre Palmade, tout ça, pour moi, ça ne me parlait pas, je regardais même pas. Et après, en fait, j'ai découvert avec le stand-up, avec Dan Cook, Louis C.K.,
Et après, ça a été une révélation. Nous sommes en février 2011. Alors 2 mois après, vous allez faire la première partie d'un pote. Est-ce que ça s'est bien passé? Non. Non. Non, pas du tout. Mais j'en garde malgré tout un bon souvenir. Je vous cite, c'était un désastre, mais un désastre encourageant. Ouais. Voilà, 10 minutes de bide, mais super souvenir. Mais il y a des désastres encourageants. Le Titanic, il a coulé, mais on a quand même continué à essayer de traverser l'Atlantique. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors vous allez commencer, je ne sais pas comment prendre cette phrase du Titanic, mais on enchaîne. Vous allez du coup proposer à Julien Jolivet, un copain, de vous accompagner sur scène. Racontez-moi un peu cette période. Eh bien, j'étais vraiment très nerveux en fait, et j'avais peur. Et il me fallait quelqu'un pour faire la même chose, mais avec moi. Donc on se partageait la scène, on faisait 30 minutes chacun. Et clairement, s'il ne m'avait pas dit oui, je pense que je ne me serais jamais lancé tout seul là-dedans. Donc ça fait partie des gens que j'ai rencontrés sur mon chemin qui ont été totalement déterminants et envers qui j'ai une reconnaissance. Le Camino, qui est un super bar à Caen, qui dispose d'une petite scène et qui encourage régulièrement les humoristes et autres artistes. Nous sommes en 2013, premier spectacle écrit, ça y est, qui s'appelle, c'est très gai, alors ça rappelle peut-être votre ancien métier, l'enterrement de Serge. Qui était ce pauvre Serge? Serge était un ancien... Donc déjà, Serge existe. Il existe, mais il ne s'appelle pas Serge, c'était un ancien collègue de travail. Et en fait, je lui ai rendu hommage... en simulant son enterrement. Ce qui m'a coûté cher en termes de karma, parce que c'est après ce spectacle-là que j'ai dû commencer à travailler en pompe funèbre. Donc, donc c'était avant les pompes funèbres, Serge. Avant les pompes funèbres. Si j'avais fait le mariage de Serge, je serais peut-être devenu prêtre ou diacre. Wedding planner. Absolument. Votre petite carrière va commencer à naître néanmoins. Vous allez monter au Camino les Sons of Comedy, donc les fils de la comédie, c'est ça? Absolument. Donc c'est les premiers, en fait, c'est les premiers micro stand-up canet. Ouais, c'était le premier open mic canet, et dans l'Hexagone, il y avait que nous, et puis à Paris. Il me semble qu'il y en avait un petit peu à Lyon et à Nantes à l'époque, mais la possibilité pour tous les humoristes parisiens de venir à Caen, qui est quand même relativement proche, pour avoir moins de pression, pour jouer beaucoup plus longtemps que 8 minutes et d'avoir toujours une salle incroyable avec un public de dingue, ça nous a permis d'avoir absolument tous les humoristes de France. Certains quand ils étaient déjà au top, et d'autres, ils sont maintenant au top, ils n'étaient pas quand ils sont arrivés, et de pouvoir en fait avoir un carnet d'adresses très développé, quoi. Et en parlant de carnet d'adresses très développé, il va y avoir une rencontre. Souvent dans une carrière, il y a une grande rencontre. Si je vous dis Blanche Gardin. Oui, c'est... Ouais, quand même. Ouais, c'est mon mentor, c'est la personne qui, je ne serais pas là sans elle, qui m'a clairement sorti du ruisseau. Des années de première partie, une complicité incroyable. Vous allez faire je ne sais combien de dates avec elle. Ouais, en Suisse, en Belgique, à l'Européen, en France, la Cigale. Et puis surtout, j'ai appris le métier d'humoriste à ses côtés, parce qu'avant, je pensais que c'était juste raconter des blagues, alors que non, en fait, c'est une discipline à avoir. Et j'ai vraiment eu la chance d'accompagner, pour moi, la numéro 1 et la personne la plus douée dans notre milieu. Ouais. Donc, et vous allez continuer de jouer, et puis Harold va monter évidemment sur scène tout seul. Vous allez jouer un petit peu partout, notamment à Montreux. La Suisse, c'est un pays qui vous plaît bien, et d'ailleurs, on a un petit extrait, Harold Barbet sur scène, ça donne ça. Ah, mais moi je suis habitué à Paris, même vos petites ruelles taguées, j'ai pas peur. Elles sentent même pas le pipi. Limite, je pourrais me promener en sautant et en jetant des liasses de billets de 100 € comme ça. J'en suis à rêver de billets de 100 €. Bon, vous en Suisse, vous vous torchez le cul avec des billets de 100 €. Mais moi, en tant que Français, j'en ai jamais vu un de ma vie. Et ce qui est marrant, c'est que la France et la Suisse, c'est collé. Et là, j'ai l'impression d'être dans Stranger Things, dans le monde inversé, mais du bon côté. Regardez, même vous riez, tout passe. C'est Norton antivirus. Ouais. Vous n'êtes pas des habitants à Lausanne, vous êtes des figurants. On embrasse nos amis suisses. Absolument. Vous revenez avec un nouveau spectacle à Harold Barbet intitulé Deadline. Je le rappelle, 9 et 10 septembre au Théâtre à l'Ouest à Rouen. Puis une petite date cannaise aussi, Théâtre à l'Ouest à Caen, 23 et 24 septembre. Harold, quels sont vos thèmes de prédilection? C'est quoi l'humour Harold Barbet? C'est un petit peu noir, un petit peu pince à rire. C'est un petit peu noir. Alors sur Deadline, effectivement, ça fait référence à tout mon passé dans les pompes funèbres. Mais c'est quand même un humour
d'observation sur le parallèle entre ma vie de papa, voir mes enfants grandir, vivre, et en parallèle voir tous ces gens mourir et que je dois enterrer. Donc ça, c'est vraiment la problématique de Deadline. Et surtout, en fait, l'impact qu'a la notion de temps qui passe sur nous. Parce que c'est un truc où, comme on l'a dit tout à l'heure, je suis très mélancolique. Et donc, ce sont des sujets certes graves, mais traités avec beaucoup d'humour et de dérision. En parlant d'humour, évidemment, dans le milieu, vous avez des copains, humoristes, et il y en a un qui a voulu vous laisser un message. C'est une petite surprise de la part de l'équipe, c'est pour vous. Ça va, Harold? Dis donc, qui c'est qui se met bien? C'est l'invité de la saison de Vous êtes formidable sur France 3 Normandie. Dis donc, ça grimpe hein, la notoriété, mon salaud. Moi, j'ai juste été invité normal, lambda, sur une session. Bon, en tout cas, voilà, je te fais un gros bisou, parce que c'est vrai qu'avec Harold, ça fait quelques années qu'on se connaît, on est potes même, hein, même si je l'ai invité à mes 40 ans et il n'a jamais daigné me répondre, mais on est quand même très potes. Voilà, on est un peu les Orelsan et Gringe de l'humour canet, sauf que niveau notoriété, on est tous les deux Gringe. Et en tout cas, on partage, on a une passion commune, c'est le Stade Malherbe de Caen. Allez, amusez-vous bien, vous êtes formidables, Harold t'es formidable, Anne t'es formidable, vous êtes tous formidables. Allez, bisous! Tristan Lucas, un de vos meilleurs copains qu'on avait reçu en effet dans l'émission, et c'était son frère, hein, Alexandre Lucas, qui était le parrain de la saison. Hein, donc voilà, donc il a été un peu jaloux. Quand je lui ai dit, il a voulu faire une vidéo. Il exagère quand même, parce que j'ai quand même participé à la cagnotte Litchi de ses 40 ans, donc j'estime que j'ai fait mon devoir. Harold Barbet, vous allez rester avec nous toute l'émission. Je le rappelle, votre spectacle Deadline à découvrir au Théâtre à l'Ouest à Rouen, 9 et 10 septembre, Théâtre à l'Ouest à Caen, 23 et 24 septembre. Vous restez